Au XVIe siècle, la France se trouva à l'épicentre d'un bouleversement religieux. De nouvelles idées sur la foi ébranlèrent les fondations du royaume. La réforme se transforma en une lutte sanglante. Comment une dispute religieuse mena-t-elle au massacre de la Saint-Barthélemy? Et pourquoi l'un des rois, en reniant sa foi, dit-il que Paris vaut bien une messe? En 1517, un prêtre catholique allemand et moine de l'ordre de Saint-Augustin envoya une œuvre en latin à l'électeur et archevêque de Mayence. Elle était intitulée « Disputatio pro declaration virtutis indulgentiarum » dispute sur la puissance et l'efficacité des indulgences. Le prêtre était Martin Luther, et l'électeur était Albert de Brandebourg. L'œuvre devint plus tard connue sous le nom des 95 thèses. Ainsi commença la Réforme, l'un des plus grands schismes de l'histoire du christianisme qui mena à l'émergence des protestants et du protestantisme. Si vous voulez en savoir plus sur la Réforme en Allemagne et les 95 thèses de Martin Luther, la Ligue de Smalkalde et la paix d'Augsbourg, nous avons déjà couvert cette histoire sur notre chaîne. Trouvez le lien dans la description. Bientôt la France, voisine du Saint-Empire romain germanique, tomba également sous l'influence de la Réforme protestante. À cette époque, le royaume français était gouverné par François Ier de la dynastie des Valois, mécène des arts, et protecteur du légendaire Léonard de Vinci, participant actif aux guerres d'Italie et rival acharné de l'empereur du Saint-Empire Charles Quint de Habsbourg. Il passa également à l'histoire comme le premier souverain européen, influent à oser former une alliance avec le sultan ottoman, Soliman le Magnifique, et établit une alliance franco-ottomane de longue durée. Sous le règne de François Ier, la réforme française se développa en 2 phases consécutives. Initialement, il y eut de la tolérance et l'adhésion à un juste milieu, évitant les conflits avec ses sujets. Plus tard, une période de répression des idées réformistes commença. Dès 1519, l'imprimeur et érudit humaniste Johann Froben, ami proche du philosophe néerlandais Erasme de Rotterdam, publia un recueil des œuvres de Martin Luther. Il nota que 600 exemplaires furent envoyés en France et vendus à Paris. En 1521, un groupe de réformateurs, dont le théologien français Jacques Lefebvre d'Étaples et l'évêque Guillaume Brissonnet, créa le Cercle de Meaux. C'était un groupe humaniste réformiste dans la ville de Meaux. Il diffusait de nouvelles idées sur l'amélioration de la qualité de la prédication chrétienne et de la vie religieuse. Plus tard, le Cercle de Meaux inclut le théologien François Vatable, l'érudit Guillaume Budet, le réformateur Guillaume Farel, et même Marguerite de Navarre, sœur aînée de François Ier. Ils se tinrent tous aux origines de la Réforme en France. Et en 1523, Jacques Lefebvre d'Étaples fut le premier à traduire et publier le Nouveau Testament en français. Dans les années 1520, le roi de France était encore tolérant envers les idées réformistes, tandis que l'aristocratie française maintenait le statu quo et soutenait les politiques du monarque. L'Église catholique, pendant ce temps, se concentrait sur la définition des limites de l'orthodoxie, déterminant ce qui pouvait être considéré comme hérésie et ce qui ne l'était pas. En 1532, les Vaudois, disciples des enseignements du marchand lyonnais Pierre Valdo, rejoignirent la Réforme en France. Ce mouvement religieux avait été en conflit avec l'Église catholique pendant des siècles. Il avait une réputation d'hérésie qui influença le changement d'attitude des autorités françaises envers les réformateurs. En 1534, la situation avait complètement changé. L'affaire des placards marqua le début de la persécution des protestants en France. Ce fut une série de procès contre des hérétiques qui distribuaient des tracts anticatholiques dans les villes françaises: Paris, Lyon, Rouen, Tours et Orléans. Après la nuit du 17 au 18 octobre, les résidents de ces grandes villes purent voir des placards anticatholiques dans les lieux publics. L'un des placards affichés sur la porte de la chambre du roi au château d'Amboise fut pris comme une insulte personnelle par François Ier et une atteinte à la sécurité de la famille royale. C'est à ce moment-là que commença la répression des protestants. La tension sociale continua de croître. Plus tard, plusieurs personnes impliquées dans l'affaire des placards furent exécutées devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence de François Ier lui-même. C'est à cause de l'affaire des placards que le réformateur français Jean Calvin, afin d'éviter la persécution, se déplaça en Suisse.
En 1536, il publia son œuvre la plus célèbre à Bâle, en Suisse, l'Institution de la religion chrétienne. Ce traité théologique et polémique en latin posa les fondations d'une nouvelle doctrine religieuse, le calvinisme. Le traité devint plus tard la base idéologique des protestants français. Jean Calvin traduisit l'Institution de la religion chrétienne en français et la publia en 1541. Un an auparavant, François Ier avait promulgué l'édit de Fontainebleau, le premier acte normatif du royaume de France qui établit officiellement une politique de persécution contre les protestants français, également appelés huguenots. L'édit imposait des punitions sévères pour le protestantisme, y compris l'humiliation publique, la confiscation des biens, la torture et même la peine de mort. Bientôt, le roi français ordonna la punition des Vaudois. Les disciples du christianisme primitif avaient rejoint le mouvement de la Réforme et devenaient de plus en plus militants. En 1545, le massacre de Mérindol eut lieu. Les troupes françaises, sous le commandement de Jean Maigné d'Oppède, le nouveau premier président du Parlement de Provence, et d'Antoine Escalin des Aymars, qui revenait des guerres d'Italie avec 2000 soldats, tuèrent des milliers d'habitants du village de Mérindol et détruisirent plus d'une douzaine de villages environnants. Des centaines d'hommes furent envoyés aux galères comme esclaves. En même temps, des tribunaux spéciaux d'hérésie commencèrent à fonctionner, connus sous le nom de chambres ardentes. Le premier fut établi au Parlement de Rouen. En 1547, François Ier mourut. Le trône et la couronne furent hérités par son second fils, Henri II de Valois. Il continua la politique religieuse de son père qui devint finalement encore plus stricte, car le nouveau roi considérait tous les protestants comme des hérétiques. En 1551, l'édit de Chateaubriand interdit la distribution de littérature protestante. La couronne pouvait également confisquer les biens protestants. Des punitions beaucoup plus dures furent introduites par l'édit de Compiègne, promulgué en 1557. La peine de mort pour tous les protestants qui publiaient de la littérature interdite, créaient des images blasphématoires, participaient à des rassemblements religieux ou prêchaient illégalement. Cet édit devint plus tard l'une des conditions préalables aux guerres de religion en France. Pendant ce temps, à Genève, en Suisse, le prédicateur Jean Calvin assurait le leadership et l'organisation de l'Église réformée de France. Malgré la persécution, le nombre et l'influence des calvinistes en terre française augmentaient, car diverses classes sociales, y compris l'aristocratie, préféraient cette branche du protestantisme. Dans les années 1560, le nombre de calvinistes en France atteignit environ 2 millions. Plus de la moitié de l'aristocratie française adhérait au calvinisme. Les guerres d'Italie prirent fin avec le traité du Cateau-Cambrésis en 1559. La France ne perdit pas, mais elle fut affaiblie et ruinée. Cette même année, le premier synode national à Paris adopta la confession de foi française. C'était une confession de foi réformée, et elle devint le standard doctrinal officiel de l'Église réformée de France. En 1559, un autre événement significatif eut lieu. Le roi Henri II mourut à la suite d'un accident lors d'un tournoi de joute, et le trône français fut hérité par son fils de 15 ans, François II. Cela créa un vide politique et une lutte pour le pouvoir. L'influent duc François de Guise, oncle de l'épouse du roi et reine d'Écosse Marie Stuart, profita de la situation et plaça François II sous sa tutelle. Le duc de Guise devint le deuxième homme le plus puissant du royaume. Dès lors, la maison aristocratique de Guise, fervent partisan du catholicisme, joua un rôle de premier plan dans la politique française. En réponse, les protestants tentèrent d'enlever le jeune roi. La conjuration d'Amboise de 1560 fut menée par Jean de Barry et Louis de Bourbon, prince de Condé. Le complot fut découvert à l'avance. Des centaines de suspects furent arrêtés ou tués, et Barry fut exécuté. Louis de Bourbon fut également soupçonné, et en quelques mois, il fut capturé et condamné à mort. C'est après cette conspiration que le terme huguenot, dont l'origine est encore débattue par les érudits, entra dans l'usage courant pour désigner les protestants français. Cette même année, le jeune roi François II mourut d'une infection de l'oreille, et le prince de Condé profita du chaos politique. Il fut libéré sur ordre de la reine-mère, Catherine de Médicis,
qui espérait s'assurer le soutien de l'influent aristocrate. Pendant ce temps, un autre fils du défunt Henri II et de Catherine, Charles IX de Valois, âgé de 10 ans, devint roi de France. En 1561, les premiers affrontements de rue entre catholiques et protestants éclatèrent. Les guerres de religion se profilaient déjà. L'année suivante, Catherine de Médicis, qui agissait comme régente pour son fils mineur, tenta de prévenir le conflit. L'édit de Saint-Germain en 1562 accorda une tolérance limitée aux Huguenots, mais il ne put arrêter ce qui allait venir. Le massacre de Wassy marqua le début des guerres de religion françaises. Le duc François de Guise organisa un assaut armé au cours duquel des dizaines de protestants furent tués et des centaines blessés. De Guise devint le chef des catholiques tandis que Louis de Bourbon menait les Huguenots, qui s'étaient soulevés contre la couronne. L'événement clé suivant fut le siège d'Orléans en 1563. Les Huguenots, sous le commandement du général François de Coligny, perdèrent la guerre et se retirèrent dans la ville qui fut assiégée par François de Guise. Les forces catholiques, représentant la couronne française, espéraient forcer la reddition de la ville et obtenir une victoire complète sur les protestants. Cependant, de Guise fut assassiné par le huguenot Jean de Poltrot. Sa mort affaiblit l'influence catholique sur la couronne française, forçant un compromis temporaire. Les deux camps signèrent la paix d'Amboise, qui accorda aux Huguenots une liberté religieuse limitée. En même temps, l'assassinat de Guise marqua un tournant. Il déclencha une vendetta sanglante parmi l'aristocratie française et une série d'assassinats de haut niveau de leaders proéminents des deux camps. 4 ans plus tard, vint la soi-disant surprise de Meaux. Insatisfait de l'échec de la couronne à tenir ses promesses et de la restriction continue des droits protestants, les leaders huguenots Louis de Bourbon et Gaspard de Coligny tentèrent un coup d'État pour s'emparer du roi Charles IX. Le complot échoua et la guerre entre catholiques et protestants reprit. En 1569, la bataille de Jarnac eut lieu. Les forces catholiques sous le général Gaspard de Tavannes vainquirent les troupes huguenotes de Louis de Bourbon. Bourbon fut blessé, capturé et exécuté. Gaspard de Coligny devint alors le chef des Huguenots. En 1571, le 7e synode national des réformés français fut tenu à La Rochelle, un centre majeur huguenot et de la réforme en France. Parmi les participants se trouvait la reine Jeanne III de Navarre, son fils Henri de Navarre, prince de Condé Henri de Bourbon, l'amiral Gaspard de Coligny et d'autres huguenots de haut rang. La confession gallicane leur fut lue, et ils la signèrent tous. Dès ce moment, la confession devint connue sous le nom de Confession de La Rochelle. L'année suivante vit l'événement le plus infâme des guerres de religion française. Le notoire massacre de la Saint-Barthélemy de 1572, qui eut lieu quelques jours seulement après le mariage de la sœur du roi, Marguerite de Valois, avec Henri de Navarre. Cette même année, Henri devint le nouveau souverain de Navarre et était le petit-fils du frère du roi François Ier. Les catholiques tuèrent de nombreux opposants politiques et perpétrèrent un massacre de protestants. Derrière le massacre se trouvait la reine-mère Catherine de Médicis et la famille de Guise. Ils avaient initialement prévu d'assassiner les leaders huguenots, mais la ferveur des foules catholiques françaises transforma ces meurtres politiques en un carnage de masse. Le jeune roi Charles IX, conscient de la purge planifiée, ordonna l'arrêt des tueries. Néanmoins, même la volonté du roi ne put arrêter cette démonstration brutale d'intolérance religieuse. De nombreux protestants français furent tués, dont le leader huguenot, l'amiral Gaspard de Coligny. Henri de Navarre réussit à survivre. Le massacre s'étendit au-delà de Paris. Les estimations des morts vont de 5 000 à 30 000. La perte de leadership paralysa les Huguenots. Ceux qui survécurent se radicalisèrent. Le massacre de la Saint-Barthélemy reste l'un des exemples les plus infâmes de meurtre de masse et est à jamais gravé dans l'histoire de France. En 1574, Charles IX de Valois mourut de tuberculose. Selon une théorie populaire, les horreurs du massacre avaient gravement affecté sa santé physique et mentale. Il déclina au cours des 2 années suivantes. Le roi n'avait pas de fils, il fut donc succédé par son frère cadet Henri III, qui avait précédemment régné sur la République des 2 Nations pendant 2 ans. Il était le 3e fils d'Henri II et de Catherine de Médicis à accéder au trône français. En 1576,
Henri III de Valois promulgua l'édit de Beaulieu. Il accorda aux Huguenots le droit au culte public dans toute la France, sauf à Paris et à la cour royale. Les protestants furent autorisés à construire des églises et à tenir des synodes. Le roi français fit cela sous l'influence de son frère et héritier François de Valois, le plus jeune fils de Catherine de Médicis et un soutien des Huguenots. Cette même année, un autre Henri, le fils de François de Guise, qui devint duc après l'assassinat de son père, fonda la Ligue catholique. Elle est aussi parfois appelée la Sainte Ligue. L'organisation cherchait à éradiquer le protestantisme dans la France catholique et s'opposait à la mise en œuvre de l'édit de Beaulieu. Pourtant, la première phase d'existence de la Ligue se termina après seulement 1 an. Le roi Henri III dissout effectivement l'organisation. En 1584, François de Valois, le seul parent masculin proche de son frère le roi, mourut de malaria. En conséquence, l'héritier du trône devint le protestant Henri de Navarre, homonyme et cousin d'Henri III. Ce développement empira les relations entre le monarque français et la faction catholique, et mena à la réactivation de la Ligue catholique. La Ligue s'opposa au leader huguenot Henri de Navarre et rejeta sa revendication au trône. Plus tard, l'organisation gagna le soutien du roi Philippe II d'Espagne, de l'Église catholique et de l'ordre des Jésuites. Cela marqua le début de la guerre des 3 Henri, un conflit à 3 volets entre le roi Henri III de France, le leader huguenot Henri de Navarre soutenu par le royaume d'Angleterre et les princes protestants allemands, et Henri de Guise, chef de la Ligue catholique, soutenu et financé par l'Espagne. En 1588, un événement clé se produisit, la journée des barricades. Ce fut un soulèvement populaire dans le Paris catholique contre les politiques religieuses modérées du roi Henri III de Valois. La révolte fut orchestrée par le duc Henri de Guise et la Ligue catholique. Finalement, le roi Henri III s'enfuit secrètement de la capitale et n'y revint jamais. Sous la pression des Guises, le roi fut forcé de signer l'édit d'union. Ce document cimenta une alliance étroite entre la monarchie française et la Ligue catholique. Henri III s'engagea également à combattre les protestants et à déshériter Henri de Navarre. Ces actions placèrent la couronne française dans une position désastreuse. Mais beaucoup changea plus tard cette même année, quand Henri III ordonna l'assassinat du duc Henri de Guise et de son frère cadet, le cardinal Louis. Le roi convoqua de Guise au château de Blois où les gardes royaux tuèrent le fils aîné de François de Guise. Louis fut également convoqué, puis arrêté et exécuté. Le jeune Charles, fils et héritier d'Henri de Guise, fut emprisonné dans la ville de Tours. Les morts des frères de Guise choquèrent la faction catholique. Dès ce moment, ils vinrent à mépriser Henri III. La Ligue catholique déclara la guerre au monarque français et le pape Sixte V le menaça d'excommunication pour le meurtre d'un cardinal. Le roi français s'allia alors avec son cousin et héritier, le leader huguenot Henri de Navarre. En 1589, 2 membres de la famille royale moururent. La reine-mère Catherine de Médicis décéda de pleurésie à près de 70 ans. Elle avait été la mère de 3 rois de France. Peu après, le roi Henri III de Valois fut poignardé à mort par un frère dominicain, Jacques Clément, qui cherchait à se venger du meurtre des frères de Guise. Ainsi, le chef des protestants français, Henri de Navarre, survécut aux 2 autres Henri. Il devint le nouveau roi, Henri IV le Grand, le premier monarque de France de la dynastie des Bourbons, qui régnerait pendant 2 siècles jusqu'à la Révolution française. En 1593, après 4 ans de lutte pour le droit de porter la couronne, Henri IV de Bourbon se convertit au catholicisme. Fait intéressant, il le fit sous l'influence de sa maîtresse officielle et conseillère, Gabrielle d'Estrées. Selon une histoire populaire mais non confirmée, le souverain français aurait dit de sa conversion « Paris vaut bien une messe ». Depuis lors, cette phrase est venue symboliser la volonté de sacrifier des principes pour un gain pratique. Afin d'être accepté par les catholiques français comme roi, Henri changea d'affiliation religieuse. 1 an plus tard seulement, il fut officiellement couronné dans la cathédrale de Chartres. En 1598, Henri IV promulgua l'édit de Nantes qui accorda aux protestants français de larges droits dans un État à prédominance catholique. Les Huguenots reçurent la liberté religieuse et politique, la liberté de conscience,
l'amnistie et la restauration de leurs droits civils. Mais le catholicisme resta la religion dominante. La France devint une société plus tolérante et pluraliste, bien que tous les problèmes ne disparurent pas. Les guerres de religion françaises prirent fin. Entre 2 et 4 millions de personnes étaient mortes de violences, de maladies et de famines causées par le long conflit. La dynastie des Bourbons remplaça les Valois sur le trône et le massacre de la Saint-Barthélemy devint l'un des événements les plus infâmes de l'histoire mondiale. Malgré le compromis atteint, les catholiques français n'acceptèrent jamais vraiment les protestants ou leur nouveau roi. Les Huguenots, à leur tour, considéraient le monarque comme un traître à leur foi. Henri le Grand survécut à au moins 12 tentatives d'assassinat. La dernière, en 1610, fut réussie. Le roi français, qui avait apporté la paix à son pays déchiré par la guerre, fut assassiné par un fanatique catholique, François Ravaillac. Pendant le règne de Louis XIII le Juste, fils et successeur d'Henri le Grand, les conflits entre catholiques et huguenots se rallumèrent. Et en 1685, le célèbre Louis XIV, connu sous le nom de Roi Soleil et petit-fils d'Henri le Grand, promulgua l'édit de Fontainebleau, qui révoqua officiellement l'édit de Nantes.